Écoutez, je vous propose, pour rester dans le timing, de commencer, et je pense que nous pourrons accueillir au fur et à mesure les participants. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la CCI de Toulouse-Haute-Garonne. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour un nouveau webinaire au programme 2021 des actions engagées par le réseau des CCI Occitanie en faveur du parcours Industrie du futur, qui est le dispositif porté par la région Occitanie et qui est aussi cofinancé par l'État dans le cadre du plan national des 10 000 accompagnements vers l'industrie du futur. Pour rappel, ce programme comprend également la valorisation des offreurs de solutions industrie du futur, notamment par le développement donc à l'échelle régionale du club des offreurs de solutions. L'organisation aussi sur des salons, des vitrines, comme ça a pu se faire sur le CIAN cette année et Intersud à Béziers. Et puis aussi sur les retours d'expérience d'entreprises industrielles accompagnées dans leur transformation vers l'industrie du futur. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de mettre en valeur le Club des offreurs de solutions, qui a été créé en 2018, et de présenter, à travers un exemple concret, un travail collaboratif effectué au sein du club. Ainsi, 3 adhérents du club ont proposé de collaborer à la préparation de ce webinaire qui est dédié donc à la géolocalisation indoor. Pour échanger sur cette thématique, nous recevons donc Philippe Courtois de la société SixGal, Emmanuel Labride, Access BTE, et Cassandre Lecor pour Ewinlock. Donc, ils prendront la parole à tour de rôle. Ce sera au tour d'Emmanuel pour l'introduction, puis également la présentation des différentes technologies de géolocalisation. Cassandre parlera plus particulièrement de la solution de localisation UWB sans batterie. Pour Philippe Courtois de l'outil SixScan et sa solution logicielle. Et les 3 intervenants vous présenteront 3 cas d'application. Et Emmanuel reviendra sur la géolocalisation, quelle piste de ROI. Donc, avant de leur céder la parole, je vais accueillir Denis Saint-Joan de la société DSJ Consulting, qui lui aussi est membre du Club des offreurs de solutions et membre du comité de pilotage du club. Il est là pour en fait présenter le club, les objectifs du club et cet esprit donc collaboratif auquel les membres tiennent beaucoup. Donc, quelques dernières précisions pratiques. Ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Vous pourrez le consulter dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la CCI Occitanie puisqu'il est enregistré. Donc, dans cette première partie, nous allons évidemment laisser la parole aux 3 intervenants. Et sur la deuxième partie, nous allons garder 1/4 d'heure pour les questions-réponses. Donc, pour le bon déroulement de ce webinaire, nous avons coupé vos micros et nous vous invitons donc à converser avec nous avec le bouton « Converser » que vous trouvez dans le bandeau en bas de l'application. Si jamais nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions, nous vous inviterons à prendre contact à la fin du webinaire avec les intervenants qui, sur la dernière slide, vous laisseront leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Donc, il est temps de passer au vif du sujet. Je te laisse la parole, Denis. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu le Club offreurs de solutions, comme le disait Sylvie, qui a été créé le 8 février 2018. Et en fait, ce club a été créé à la suite de réflexions et de constats pendant le Salon CIAN 2017, où on s'est aperçu que les industriels avaient peu de visibilité sur les solutions que pouvaient proposer des sociétés de conseil ou de solutions sur le territoire. Manque de visibilité, manque de savoir-faire pour piloter des projets.
Et donc, un ensemble de personnes ont décidé de créer le club à l'image du club achat qui avait été créé quelques mois auparavant pour justement apporter cette visibilité et le partage des bonnes pratiques. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est plus de 100 membres, puisqu'on est exactement 123. 123 membres, donc 25 architectes. Vous voyez la petite carte sur la gauche, là, avec une répartition sur le territoire, avec une grosse prépondérance, bien sûr, sur le Haute-Garonne, mais certains territoires, certains autres départements commencent aussi à progresser en termes d'offres de solutions. Donc, quelles sont les missions principales du club d'offres de solutions? La première, c'est d'identifier, d'animer des offres de solutions qui vont accompagner les industriels dans leur transformation industrielle, et notamment à travers le parcours Industrie du futur qu'a introduit Sylvie. Principalement, c'est aussi valoriser ce portefeuille et mettre en visibilité pour essayer d'identifier s'il y a des manques en termes de briques technologiques pour compléter au mieux l'offre qu'on peut proposer et favoriser la relation avec les PME, les ETI qui auraient besoin de ces offreurs. Et puis surtout aussi, c'est renforcer la dynamique collective entre nous, partager les bonnes pratiques et le maillage sur le territoire. Et ces missions, en fait, elles vont apporter des bénéfices importants pour les entreprises. La première, c'est d'avoir une approche structurée et pragmatique que partagent l'ensemble des offres de solutions pour accompagner les entreprises. C'est toujours un accompagnement bienveillant et on travaille toujours en partenariat avec la CCI et la DRETS qui nous accompagnent sur certains sujets. On a un système d'appel d'offres interne qui permet donc aux industriels d'accéder à des solutions multiples et variées avec une mise en compétition interne qui permet d'avoir un juste prix en termes d'offres. C'est quand même important. Les finances restent toujours un point crucial dans ce genre de projet. Et à ce titre-là, nous avons une très bonne vision de l'ensemble des subventions et aides que peuvent proposer la région, l'État, la DRETS, la BPI. Donc, on peut accompagner aussi les industriels dans cette démarche-là. Et puis, on partage surtout les bonnes pratiques et les retours d'expérience, que ce soit en termes de technologie, de problématiques d'organisation, de problèmes de pilotage de projet, et ce qui fait que l'ensemble de nos offreurs ont des pratiques qui sont quand même au sommet de l'état de l'art en termes d'accompagnement et de proposition de solutions. Et pour faire bénéficier ces entreprises de l'ensemble de ces points, nous fonctionnons à travers 3 instances. La première, c'est le COPI, c'est le comité de pilotage, qui est chargé de la direction stratégique un peu du club, à savoir en termes de relations avec les institutionnels, en termes de décision un petit peu de déploiement sur le territoire, et d'animer les 2 commissions, une commission écosystème, une commission communication. Donc, la commission écosystème est chargée de valoriser les offreurs et de les qualifier, de proposer des bonnes pratiques et de faire des échanges spécifiques auprès des entreprises. Et par contre, la commission communication, elle est chargée, typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sous l'égide de la commission communication, donc d'animer des web-séminaires, d'animer des réseaux sociaux, un site web dans lequel vous avez l'adresse en bas à gauche qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce que je vous dis par rapport à ce que je dis aujourd'hui, et aussi de recruter des nouveaux offreurs à travers des événements internes. L'adhésion au club est gratuite. On demande juste de signer une charte et de respecter une certaine éthique en termes d'engagement, de respect, de communication, de bienveillance. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on est 123 membres, donc 25 architectes, et je terminerai par cela. L'architecte, ce sont des personnes qui sont chargées d'aider les entreprises à piloter leurs projets de transformation industrielle, soit en faisant des diagnostics, en les aidant à rédiger des cahiers des charges, en les aidant en faisant de l'appui au pilotage des projets de transformation. Voilà, et donc aujourd'hui nous sommes 123, et si certains d'entre vous veulent adhérer au club, n'hésitez pas à le faire à travers le site web. L'adhésion est gratuite et nous serons enchantés d'augmenter notre potentiel d'offres et de personnes qui veulent participer aux commissions, parce qu'on a toujours besoin de droits. Et sachez que vous trouverez au club ce que vous amènerez. Donc, je vous engage à postuler pour ceux que ça intéresse. Merci à tous. Merci, Denis. Et je vais laisser la parole, bien sûr, aux 3 intervenants maintenant. Merci, Denis. Bonjour à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire.
Donc, je m'appelle Cassandre Lecor, je suis à la direction commerciale de la société Uniloc qui a inventé et déploie aujourd'hui la première solution de traçabilité et de localisation de biens sans batterie. Emmanuel Labrine, moi je suis directeur commercial marketing du cabinet Accence, cabinet conseil et formation en excellence opérationnelle. On fait partie, comme le disait Denis, donc des architectes au sein du club des offreurs de solutions et on accompagne les entreprises industrielles et logistiques dans leur transformation. Bonjour à tous, Philippe Courtois, je suis directeur commercial de la société Sixcan. Nous sommes éditeurs de logiciels d'une solution de géolocalisation dont nous allons parler tout à l'heure. On va pouvoir passer à la suite. Donc, vous m'excuserez, hein, j'ai pris soin de couper la caméra pour éviter effectivement qu'on ait des problèmes sur la bande passante. Alors, pour situer un petit peu le contexte et le décor de ce webinaire, il faut rappeler donc qu'on vit dans un contexte de mondialisation et de forte concurrence où les entreprises industrielles, elles doivent absolument prendre un virage de cette transformation, de cette industrie 4.0, qu'on appelle aussi l'usine connectée, où la transformation digitale occupe une place prépondérante. Alors, on pense que aujourd'hui, les entreprises qui ne prendront pas ce virage seront finalement reléguées à un second plan et risquent surtout de disparaître purement et simplement. Par contre, les usines d'aujourd'hui qui se préparent à cette transformation utiliseront l'intelligence artificielle pour piloter leur fabrication, mais aussi les opérations de maintenance et auront recours à la géolocalisation des actifs industriels et s'équiperont de robots pour effectuer des tâches répétitives, par exemple. Pour revenir sur la thématique du webinaire, vous l'aurez compris, une des briques de cette transformation passera par le suivi de ces actifs en temps réel. Cependant, on constate aujourd'hui que cette transformation numérique n'est pas simple à opérer chez les industriels, pour diverses raisons, soit par manque de maturité sur le sujet, soit par peur du digital, ou tout simplement par manque de visibilité sur le ROI possible. Force est de constater qu'aujourd'hui, les entreprises se posent beaucoup de questions sur ces technologies parce qu'elles se focalisent sur leurs problématiques opérationnelles au quotidien. Enfin, on constate aussi que les solutions technologiques qui existent aujourd'hui sur le marché, finalement, ne permettent pas toujours de déployer à grande échelle sur les cas d'utilisation de base. Et maintenant, je vous propose donc, pour faire le lien avec les différentes technos qui existent sur le marché, il y a aujourd'hui effectivement un panel très large de technologies, certaines plus anciennes comme le code à barre ou la RFID passif, qui elles ne permettent pas la localisation des assets. A contrario, on trouve maintenant des technologies plus récentes comme le Bluetooth, BLE, le Bluetooth Low Energy ou alors l'Ultra Wideband, qui sont avec ou sans batterie et qui permettent de géolocaliser les assets et remonter des informations en temps réel ou quasi réel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui une technologie qui réponde à tous les critères. Comme il existe d'ailleurs de nombreux acteurs sur le marché qui proposent des technos très différentes en fonction des besoins. Par conséquent, ce qui va être le plus important, ça va être d'identifier la technologie qui se rapproche le plus de votre besoin. Et pour cela, on a ciblé 3 critères principaux. Donc, le premier critère, ça va être de raisonner avec une vision large de l'utilisation future de cette technologie dans votre industrie. Le deuxième critère, ça va être, une fois que vous avez choisi cette technologie, c'est de commencer, je dirais petit, avec la réalisation d'un proof of concept qui va vous permettre de tester la technologie et surtout de calculer les ROI dont on parlera un petit peu plus tard. Et enfin, une fois que vous aurez fait ces 2, je dirais, premiers critères, vous pourrez procéder au déploiement de la technologie sur l'ensemble de vos systèmes. Alors, vous avez vu, on a un slide qui est très complet. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur tous les critères. Mais par contre, s'il y avait 3 critères principaux, on isolerait donc le premier qui serait le coût de l'infrastructure. Le coût de l'infrastructure qui est nécessaire à déployer, qui va varier en fait sensiblement en fonction des performances de précision de localisation et du rafraîchissement de ces positions. Le deuxième critère que l'on a, sur lequel on insiste, c'est le coût des tags. Alors, ce coût, il est lié en fait à différents critères. Il va être lié à la durée de vie, mais aussi à l'autonomie des batteries et aussi sur la volumétrie du nombre de tags nécessaires pour votre projet.
Enfin, on a retenu un troisième critère qui nous semble être un critère important, c'est le critère de précision qui va vous permettre de géolocaliser vos assets avec une précision plus ou moins grande. Vous pourrez le constater, hein, les précisions, elles peuvent varier de quelques centimètres jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. Voilà, alors je vous rassure, cette présentation, elle sera diffusée à l'ensemble des participants et donc vous serez plus à même de pouvoir regarder dans le détail chacun des critères. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Cassandre qui va vous présenter ta technologie de localisation qui est la techno ultra wideband sans batterie. Merci Emmanuel. Effectivement, c'est une bonne transition. On a vu les différentes technologies possibles et utilisables sur le marché. uWinlock se concentre sur une technologie UWB, donc ultra wideband, qui est connue, donc, comme on l'a vu, pour sa précision de localisation. La technologie qu'on a développée vient en réponse à des problématiques industrielles de traçabilité et de localisation, comme on a pu les voir. Et elles sont basées, ces solutions, sur une expertise technologique de notre société autour de la localisation, l'ultra basse consommation, la collecte d'énergie radio, on verra tout ça juste après, est basée sur 2 puces électroniques qui sont toutes les deux à l'état de l'art du marché aujourd'hui et qui nous permettent de vous présenter donc, ces 2 systèmes qui vont permettre de couvrir une multitude de cas d'usage et d'avoir un retour sur investissement optimal en utilisant 2 systèmes pour différents types de cas d'usage en fonction du besoin. Le premier système qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un système qu'on va appeler un système fixe, tout simplement, qui vous permet de réaliser de la localisation en continu à l'intérieur des bâtiments, dans des usines ou des entrepôts, et permettant la gestion des encours de production, de la localisation de biens simplement, du zoning ou de la gestion automatisée d'inventaire, par exemple, via le système suivant. Donc, le système qu'on présente en fixe est basé sur 3 parties. Vous avez un tag complètement donc, autonome en énergie, sans batterie, qui vient collecter de l'énergie environnante et qui va venir en fait s'auto-alimenter via cette énergie. Une fois que le tag a collecté suffisamment d'énergie, il va renvoyer un identifiant unique en UWB, en ultra wideband, qui va être réceptionné par la seconde partie de cette solution, qui va être une infrastructure de balises de réception, en UWB également, et qui va permettre, via de la triangulation, de restituer une localisation de tous vos produits tagués, jusqu'à 30 cm de précision. En moyenne, dans tout type d'environnement, on parle d'une précision en dessous du mètre. Donc, on vient sur de la haute précision avec cette technologie du WB, toujours sans batterie, sans maintenance sur le tag, avec un tag bas coût et de petite taille pour aller jusqu'à différentes typologies de traçabilité de use case. Ça, c'est pour la partie système fixe. On a aussi développé plus récemment un système nomade qui permet de faire de la détection de produits en entrée-sortie, que ce soit dans la continuité en indoor et en outdoor. Dans des zones de stockage à l'intérieur, on parle de zones de stockage en rack ou de stockage dédié. Et à l'extérieur des bâtiments, on parle de zones de stockage à proximité des bâtiments, en périphérie des bâtiments, quand vous avez des produits volumineux, des palettes, des pièces détachées à stocker. Ce système vient s'implémenter, s'installer sur tout ce qui va être chariot élévateur, outils de manutention. Et à chaque fois que vous prenez un produit, le déplacez, vous le redéposez à un certain endroit, vous allez toujours avoir en fait la dernière localisation connue, le flux de votre produit et réalisation d'un inventaire automatisé grâce à ce système-là qui ne nécessite donc aucune infrastructure fixe et permet d'avoir cette continuité de la traçabilité entre de l'indoor, donc dans des entrepôts de stockage par exemple, ou en outdoor, en périphérie des bâtiments. Là aussi, on fonctionne avec des tags sans batterie, donc sans maintenance, toujours bas coût et à petite taille pour multiplier les cas d'usage dans votre entreprise et pour différents types de cas d'usage industriels. Ces 2 systèmes fonctionnent donc sur la même interface de visualisation et logiciel dans lequel on vient retrouver tous les algorithmes de traçabilité et de localisation du uWinlock et qui opèrent avec des API ouvertes pour avoir une simplicité de travail avec d'autres typologies d'entreprises comme SIXCAN qui va présenter donc son outil logiciel juste après moi. Voilà, je te laisse la main, Philippe. Merci Cassandre. Alors, SIXCAN, c'est le nom de la société, nous sommes éditeurs de logiciels. C'est également le nom du logiciel, donc SIXCAN. Alors, c'est plus qu'un outil de géolocalisation, c'est aussi un outil de pilotage des flux industriels.
On investit en fait 100% de notre R&D dans le logiciel et les cas d'usage industriels, comme les indicateurs, les alertes, l'historique, mais aussi la continuité numérique. Hein. Et donc ça, c'est pour le logiciel. Quant au matériel, c'est-à-dire les tags, les encres, on se fournit auprès de partenaires, donc sur les technos comme le Bluetooth, low energy, sur l'ultra V-band comme Luminlock, mais également sur des technos comme LoRa. Donc on peut donc utiliser des tags qui peuvent être adaptés à tous les cas d'usage. Hein, donc, comme ces tags de la taille d'une pièce de 2 € par exemple, pour fixer sur des petits outillages, ou des tags à visser pour fixer sur le deuxième cas d'usage qu'on a identifié, c'est les caisses navettes par exemple, ou encore pour sur des OF, on peut utiliser donc ces tags afficheurs pour suivre l'ordre de fabrication et afficher par exemple l'en-tête de l'OF. Alors comment ça marche? C'est le slide suivant. C'est très simple en fait. Je vais commencer à modéliser mes emplacements. Donc je vais commencer par mes sites. Ça peut être des sites distants. Dans les sites, je vais pouvoir modéliser des bâtiments, donc entrepôt, usine, site 1, site 2, entrepôt 2, atelier 4. Je vais donc enfin modéliser mes zones, qui vont être des zones caractéristiques de ma production. Donc ça peut être des îlots, des postes de charge, mais aussi des zones d'attente, hein, comme des bords de ligne, des zones tampons, des choses comme ça, partout où mes OF peuvent se trouver et stagner. Je vais pouvoir créer aussi des objets. Alors, un objet, ça peut être un ordre de fabrication, ça peut être un outillage, ça peut être un contenant, comme une caisse navette ou un bac. Ces objets peuvent avoir des champs configurables qui vont pouvoir être synchronisés via des connecteurs à des back-office. Donc, en haut à gauche, une fois que j'ai fait ce paramétrage, je débute donc pour l'association d'un tag à mon objet. Si c'est un OF, donc je l'associe à mon fameux tag afficheur que je vais fixer à une caisse. Et cet OF, du coup, devient un objet connecté que je vais pouvoir suivre par la suite. Donc, je vais pouvoir voir l'avancement de mon OF, de ma commande, de ma pièce, donc dans quelle étape il se trouve. Je vais pouvoir le rechercher si j'ai besoin de le retrouver, donc très facilement. Et je vais pouvoir faire changer le tag d'état lors d'une recherche, par exemple, ou lors d'une modification, par exemple, un changement de priorité. Je peux le faire, par exemple, affiché en rouge ou clignoté. Et le tag, ensuite, lors de la clôture de l'OF, peut être réutilisé. Donc, ainsi, on a un cycle d'OF qui pourrait être assimilé à un temps de traversée. Donc, les autres fonctionnalités, donc le slide suivant, c'est donc je vais pouvoir aussi donc fixer des alertes, hein, donc par exemple des entrées-sorties de zones. Je vais pouvoir aussi détecter des dépassements de temps sur des postes de charge, d'accord. Je vais pouvoir détecter aussi des dépassements de dates pour des dates d'étalonnage sur des outillages, etc. Je vais pouvoir aussi fixer des dates sur des températures, sur des niveaux de batterie. Donc voilà, on a vraiment pas mal de possibilités de création d'alertes. Ces alertes peuvent venir donc sur de notifications par SMS, par mail ou directement sur l'outil. Je vais pouvoir aussi avoir des indicateurs temps réel et aussi historisés. Hein, donc, par exemple, l'encours de fabrication, le nombre d'OF sur une zone, les OF clôturés, les OF lancés. Je vais pouvoir aussi indiquer des capacités pour pouvoir visuellement voir si tout se passe bien ou si ma zone est en surcharge, par exemple, hein, ou donc avec des flags donc normales, orange et rouge, par exemple. Et enfin, je vais pouvoir utiliser l'historique et visualiser et trier en fait en fonction de la famille de l'objet ou la zone en question ou encore sur l'horizon, sur la semaine, sur la journée, sur les 24 heures, sur le dernier mois ou quelque chose de configurable, donc comme depuis le 1er janvier, depuis sur 18 mois, etc. Enfin, donc c'est le slide suivant, donc c'est le dernier. Donc c'est les possibilités d'analyse et d'interopérabilité que je peux avoir. Donc je peux, avec les données qui sont stockées, puisqu'on stocke les temps passés, les zones, les membres, tout ce qui est
base de données donc, de SIXCAN. Je vais pouvoir le consulter. Alors, il y a des indicateurs, mais aussi je peux tracer des histogrammes ou des historiques des camemberts donc via Excel. Mais je peux aussi utiliser des outils tiers. Si je veux croiser, par exemple, les données de mon ERP avec les données historisées de la géolocalisation, je peux utiliser des outils de BI comme Power BI ou Qlik. Hein, donc ça a été réalisé, par exemple, par 5K Solutions, qui est un autre membre du club des offreurs de solutions, qui a réalisé donc, cette petite maquette en une poignée de jours pour sortir le temps moyen passé sur une zone, le temps d'attente, ou ce genre de choses. Et bien, grâce à ces outils, je vais pouvoir sortir des visuels, mais aussi naviguer dans ce visuel de manière très, très dynamique. Donc, pour connecter donc, tout ça, donc, je peux utiliser donc, soit des connecteurs avec des fichiers CSV, mais aussi des API standards qui vont pouvoir utiliser tous les concepts, tous les objets donc, de SIXCAN. Donc voilà, donc je vais laisser passer la parole à Dominique. C'est Emmanuel. Emmanuel. Merci Philippe. Alors, on a souhaité vous présenter 3 cas d'application, 3 cas d'usage pour rendre des choses un petit peu plus concrètes. Et le premier cas, donc, ça concerne le suivi des flux de production avec les OF. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir suivre les ordres de fabrication dans un contexte indoor. Donc, le type de pièces à géolocaliser sont des pièces à forte valeur ajoutée, avec un processus de fabrication qui, lui, n'est pas linéaire et avec un flux qui a une forte variabilité en termes de série et une prévision qui est difficile à prévoir. Donc, le client, dans ce type d'exemple, il a 3 objectifs principaux. Donc, le premier objectif, il souhaitait connaître l'avancement réel des pièces fabriquées en comparaison avec la planification de l'atelier de production. Son deuxième objectif, c'était de mettre à jour en temps réel le planning de l'atelier. Et son troisième objectif, c'était de pouvoir retrouver rapidement une pièce ou un OF dans un stock de produits semi-finis. Et on le verra plus tard, retrouver rapidement, ça veut dire du gain de temps. En fait, l'idée majeure de ce type de cas d'usage, c'est effectivement à terme que les pièces déclarent elles-mêmes leur avancement en temps réel dans l'atelier, sans qu'il y ait pour autant besoin d'une intervention humaine. Voilà, donc dans ce contexte et en fonction des objectifs dont on a parlé du client, les solutions retenues peuvent être soit l'association d'un tag de type Bluetooth Low Energy ou alors Ultra Wideband, associé donc à un OF ou à un contenant. Et vous l'aurez compris, puisque ça a été présenté par Philippe, avec cette technologie, on associe aussi un outil de géolocalisation qui va vous permettre de créer une continuité numérique entre la géolocalisation de la pièce dans l'atelier, son état d'avancement dans la gamme de fabrication et son système de pilotage. Voilà pour le premier cas d'usage. Et je vous propose qu'on passe maintenant au cas d'usage qui concerne la localisation des caisses navettes. Effectivement, donc la localisation des caisses navettes, c'est un cas d'usage qui est particulièrement intéressant puisqu'il regroupe 3 grandes familles de besoins qui sont donc la gestion de flux de produits, l'inventaire de ces produits et la localisation pure de tout type de biens, puisque dans ce contexte, il y a un manque de visibilité sur le statut et les flux de ces caisses. Est-ce qu'elles sont vides, est-ce qu'elles sont pleines, est-ce qu'elles sont disponibles ou est-ce qu'elles sont en transit, par exemple? Au niveau de l'inventaire, il y a effectivement un besoin de connaître la volumétrie de ces différentes caisses aux différents endroits de stockage, que ce soit en indoor dans des racks ou sur des zones de stockage dédiées, comme on peut le voir par exemple sur les photos que vous avez à droite, ou tout simplement si elles sont par exemple dans des espaces extérieurs. L'idée étant d'avoir un inventaire et une visibilité en temps réel d'où se trouvent ces produits et à quel volume. Et enfin, la localisation, tout simplement pour éviter des pertes, que ce soit sur site ou entre les trajets de ces caisses navettes. Dans ce contexte, évidemment, les objectifs sont de rendre cette visibilité et d'avoir une gestion de caisses et d'une géolocalisation de caisses pour avoir aussi, en supplément de juste une géolocalisation, un service à valeur ajoutée pour les clients qui utilisent ces caisses et donc de pouvoir leur dire, voilà, votre caisse est bien à cet endroit-là, elle sera livrée à cette heure-là et au bon endroit. Permettent également de retrouver une caisse qui va contenir peut-être des pièces détachées ou des produits
dont la criticité est particulièrement importante, notamment sur des délais de livraison. Donc, pour réduire au maximum les lead time, on entend souvent parler des AOG, des Aircraft on Ground, quand il y a besoin d'une pièce détachée en urgence sur certains endroits, l'idée c'est de savoir exactement où on peut la trouver et quand est-ce qu'elle sera disponible. Évidemment, ça s'applique à d'autres typologies de besoins et de cas d'usage. Et enfin, tout simplement, avoir des inventaires automatisés de ces produits. La mise en place d'une solution de géolocalisation, ça va permettre de créer des process beaucoup plus robustes, réduire les incertitudes à ce niveau-là, et apprendre aussi du process de manière générale, là où il y a eu des goulots d'étranglement, là où il y a eu plus d'incertitudes, analyser puis modifier le process pour toujours faire des gains au niveau des lead time et toujours s'assurer que le produit, la caisse et évidemment la pièce à l'intérieur soient livrés au bon endroit, au bon moment évidemment, au bon partenaire, au bon client, et éviter des coûts induits de problématiques de mauvaise livraison au mauvais endroit ou partielles par exemple. Et vous avez évidemment des impacts économiques sur la réduction des opérations logistiques, que ce soit du transit, du fret et autres. Ça induit aussi un impact écologique, évidemment, le moins vous faites de transport, le plus écologique vous êtes, et des impacts sociaux, puisque vos opérateurs permettent, grâce à ces solutions, de se concentrer sur vraiment la partie productivité de leur travail et grâce à des usages de systèmes digitalisés lui permettant d'avoir plus d'informations sur ces produits et sur ces flux. Je vais laisser la parole à Philippe pour le dernier cas d'usage. Merci Cassandre. Troisième cas d'usage, il concerne le suivi des outillages. Alors le suivi des outillages, c'est une source de perte de temps, parce qu'en fait ça intervient dans la gamme de fabrication. Donc par outillage, on entend, ça peut être des outillages de production, des cales, des gabarits, ça peut être des outils de métrologie, des oscilloscopes, des clés dynamométriques, des outils de contrôle de dimension, etc. Il peut y en avoir un grand nombre, donc on a déjà entendu parler de 40 000 outillages à suivre, donc c'est quand même conséquent et source également donc, de soucis parce que ce sont des outils partagés par l'atelier. D'accord. Alors, grâce à une solution de géolocalisation, je vais pouvoir retrouver très vite mon outil, d'accord, le repérer dans l'atelier. Je vais pouvoir mesurer son taux d'utilisation, par qui il est utilisé, et voir donc, si j'en ai assez, si je dois réapprovisionner. Je peux être également alerté par des dates d'étalonnage, qui est proche, par exemple. Je peux aussi fixer des règles, donc de limiter un outil, par exemple, qui est certifié uniquement pour une zone donnée. Donc, je peux limiter effectivement son accès ou au moins être alerté lorsque cette règle est enfreinte. Et je peux également me connecter à une GMAO si je dois effectivement suivre le suivi donc, via une GMAO et importer donc, des données comme les dates d'étalonnage, les codes articles, les codes outils, ce genre de choses. D'accord. Et puis assurer donc la conformité par rapport à mon plan qualité. Donc voilà, donc ça c'est le troisième cas d'usage. On s'est limité à 3, mais il y aurait plein d'autres cas d'usage. C'est les principaux qu'on voit dans l'industrie et qui sont pour lesquels on peut mesurer facilement un ROI. Merci Philippe. Donc on vient de voir effectivement 3 cas d'usage. Alors maintenant, vous êtes presque convaincu que vous devez lancer un tel projet au sein de votre entreprise. Par contre, quelques petites précautions quand même avant de se lancer dans un tel projet. Il va être indispensable d'identifier en amont du projet des étapes capitales. Première étape, ça va être de bien définir son cahier des charges, son expression des besoins. Ça va être aussi effectivement d'identifier et de chiffrer les pertes et les attentes que vous pouvez avoir. Ça va être de bien définir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire perdurer dans le temps. Il va falloir aussi, effectivement, on va parler de ROI juste après, indispensable pour lancer le projet. Mais ça passera aussi par définir les indicateurs de performance ou les KPI qui vont vous permettre de mesurer l'efficacité du projet. Par exemple, des indicateurs de performance de localisation, où est ma pièce, des KPI de flexibilité pour s'assurer de la localisation de la pièce dans l'atelier. Ça va être aussi de définir le niveau de maintenance souhaité, ou par exemple,
définir aussi votre stratégie en matière d'utilisation de la data. Vous allez collecter plein de data. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez valoriser cette donnée? Donc ça, voilà, c'est ce qui est nécessaire, je dirais, dans les grosses mailles de définir en amont du projet. Une fois que cette phase elle est bien définie, on va avoir une deuxième phase, une phase d'implémentation, qui va aussi conditionner le succès de votre projet avec la définition de l'équipe projet qui va travailler, quelles sont les priorités, quel va être le périmètre de l'étude, et de bien définir et identifier les ressources indispensables à la conduite du changement, puisqu'on est véritablement sur une transformation digitale, et donc modifier des process, on oublie parfois d'investir du temps ou de l'argent sur cette conduite du changement, et ça peut être un facteur d'échec du projet. Et puis un dernier petit point qui est non négligeable, surtout, c'est n'oubliez pas d'intégrer la DSI dans le projet, si vous voulez vous donner toutes les chances de poursuivre le projet en respectant votre planning. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est, on va parler maintenant ROI. C'est un point qui est important dans ce type de projet. En introduction, Cassandre, voilà. Très clairement, le ROI pour nous, il va être axé sur deux axes principaux. Alors oui, le ROI, j'ai une petite question. ROI, pardon, retour sur investissement. Donc, ce retour sur investissement va être selon deux axes, un gain de temps et une réduction des coûts. Et on va vous présenter, avec Philippe et Cassandre, 8 axes principaux qu'on a identifiés de gain de temps ou de réduction des coûts. Alors, le premier axe, c'est ce qui concerne la maintenance, ou bien évidemment qui est une composante importante du retour sur investissement, avec une maintenance qui peut être prédictive et donc qui va vous permettre d'optimiser les coûts, le bout de votre intervention. Exactement. Et pour parler un peu plus concret, la mise en place d'un système de géolocalisation ou de traçabilité sur des outillages, typiquement, puisque la maintenance, quand on parle de calibration, on parle de calibration d'outillage. L'analyse des mouvements et l'analyse de l'utilisation de ces outillages vont permettre de comprendre et d'analyser un taux d'usage, par exemple. Et de ce fait, plutôt que d'envoyer l'intégralité de vos outillages ou une partie sans avoir de visibilité s'il y a besoin de calibrer cet outillage ou pas, on va venir faire un peu plus d'intelligence sur la notion et la gestion de ces outillages. Et donc, savoir ceux qui sont restés au magasin n'ont pas été utilisés, pas la peine d'aller les envoyer en calibration. Et ceux qui ont été utilisés, on va déduire en fait un taux d'usage qui va permettre de dire, OK, à partir de ce moment-là, on peut envoyer ces outillages-là en maintenance ou en calibration. En utilisant cette typologie de système, on voit chez différentes typologies d'industriels qu'en moyenne, on a une réduction de 40% de ces envois en maintenance. Et le fait d'avoir une disponibilité améliorée, une plus grande disponibilité de ces outillages-là, vous permettrait aussi de réduire la volumétrie d'outils. Généralement, on a tendance à surstocker, on va prendre 3 outils de la même gamme pour se dire, s'il y en a un qui est perdu ou s'il y en a un qui est en maintenance, il nous en reste quand même un pour être sûr de ne pas avoir d'arrêt de chaîne, d'arrêt de ligne. Et typiquement, un exemple assez concret aussi d'un industriel dans l'aéronautique, on a différentes typologies d'outils. On a à peu près 10 000 outils, chacun d'entre eux coûte 15 000 €. Ce n'est pas négligeable. Si on enlevait à peu près un tiers de ces outillages-là, on serait en capacité de gagner à peu près 50 millions rien que sur la disponibilité de ces outillages-là. Très bien, merci Cassandre. Donc, on a identifié un deuxième axe de retour sur investissement, qui est un axe orienté qualité, avec effectivement une réduction du nombre de non-conformités et une réduction des erreurs humaines avec ces systèmes de géolocalisation. Effectivement, donc on va pouvoir avoir des gains à la fois qualitatifs et quantitatifs. On va pouvoir se fixer en effet donc des règles, des alertes pour garantir cette conformité. Par exemple, très souvent, donc, on veut vouloir mesurer et garantir en fait, le temps passé en chambre froide, par exemple, ou dans une étude. Donc, on peut fixer des règles, comme par exemple, je veux mesurer à la fois le temps en chambre froide et à température ambiante pour des cycles, ce genre de choses. Je veux pouvoir mesurer également ou être alerté sur l'utilisation d'un outil à une zone ou d'un type d'OF à une zone, ce genre de choses. Je vais pouvoir utiliser aussi l'historique lors d'un outil qualité. Donc ça va me donner une garantie, une preuve en fait de conformité par rapport à mes règles. Donc ça, c'est effectivement un gain qualitatif. Et donc les gains
quantitatives, donc sont obtenues par des réductions d'erreurs humaines, et plus généralement, le coût de la non-qualité, c'est difficile à chiffrer, mais qui est bien réel. Le troisième axe que nous avons identifié est un axe orienté plutôt sécurité, avec une optimisation du déplacement des opérateurs, moins de déplacements, et aussi une réduction du vol, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir de la traçabilité sur des pièces ou des objets à forte valeur ajoutée. Exactement. D'ailleurs, à ce niveau de sécurité, on va parler de la sécurité des biens, mais aussi donc des personnes, comme tu l'as introduit. Au niveau de la sécurité des biens, on parle, oui, de réduction des vols. Dans la plupart des cas, l'implantation d'un système de traçabilité de localisation n'empêchera jamais à 100% les vols. En revanche, de par la solution de détection d'entrée ou de sortie, on vient réduire les vols quand même de 60%. Et au-delà de juste l'implémentation technologique, il y a forcément une perception psychologique de l'opérateur, en sachant que voilà, un système a été implémenté et donc on sera moins tenté, entre guillemets, sur ce type d'action de vol, voilà, on en ramène chez soi, tout simplement, certains outillages qu'on retrouve sur le Bon Coin. C'est ça. Donc le quatrième axe identifié, c'est l'optimisation de l'espace, avec effectivement une gestion dynamique des espaces de stockage et de l'automatisation du FIFO, du LIFO. C'est ça, et ça vient en fait en complément de la partie sécurité de la personne. Par exemple, si on parle d'automatisation du LIFO-FIFO, donc pour expliquer un peu, donc last in, first out, c'est-à-dire le dernier produit rentré dans l'entrepôt va être potentiellement le premier sorti, ou le premier produit rentré dans l'entrepôt sera le dernier sorti. C'est deux différentes techniques de stockage de produits. Quand on automatise ces process-là en fonction de la pertinence de stockage, on va aussi réduire les déplacements de Fenwick, les déplacements de personnes, et donc par conséquent faciliter les opérations de picking de ces opérateurs et réduire donc les mouvements, et potentiellement également réduire de 20 à 30% sur chaque site type entrepôt les accidents, notamment de personnes entre différents Fenwick, enfin outils de manutention. On optimise aussi évidemment l'espace de stockage, puisque quand on surstocke, évidemment, il y a un moment, on n'aura plus de place. Et quand on n'a plus de place, on va avoir besoin d'acheter ou de louer des nouveaux espaces de stockage, là où potentiellement, on a juste besoin de revoir le niveau de stock, d'avoir un inventaire assez clair et automatisé, ou de mieux gérer la manière dont on implémente ces produits. Voilà pour sa partie optimisation de l'espace. Alors, il y a un cinquième axe, Cassandre, qu'on a identifié, donc c'est tout ce qui concerne l'administratif. On sait bien que les tâches administratives, ce n'est pas les tâches que l'on aime le plus faire. Et donc, on va parler effectivement de réduction de ces tâches administratives, de simplification des reporting qualité, etc. C'est vrai, exactement. Au niveau de la partie administrative, c'est un peu moins palpable parce que ce n'est pas directement dans le cœur du sujet, que ce soit sur l'usine ou dans les entrepôts logistiques. On va plutôt s'adresser cette fois-ci à la fonction financière et administrative. Là, on va parler par exemple tout ce qui va être opérations administratives liées au renouvellement des achats, qu'ils soient automatisés ou manuels, toute la logistique associée, l'acheminement des produits, le reporting qualité associé aux livraisons, etc. etc. De manière générale, en ayant une visibilité grâce à la géolocalisation, en ayant un inventaire automatisé et une compréhension, on parlait tout à l'heure de créer des process plus robustes, on en est exactement là, une compréhension de votre société, comment votre société consomme les matières premières, comment elle les utilise, d'analyser ce process et d'en conclure des automatisations de transactions ou de la réduction de ces opérations administratives. En moyenne, même si c'est moins palpable, on a quelques idées de chiffres sur, par exemple, une responsable administration ou une responsable d'administration de manière générale peut passer 4 à 8 heures par mois, par exemple, juste à gérer ces transactions, cette gestion administrative liée aux achats, au rachat de matières premières, par exemple, et donc une économie entre 5 à 10 000 euros juste sur ces aspects administratifs. Très bien. Alors, mon cher Philippe, on a identifié un sixième axe qui concerne un poste qui est important puisqu'il s'agit des stocks. Et effectivement, on peut avoir un retour sur investissement lié à une réduction du temps passé sur la gestion du stock avec un gain de temps, par exemple, sur la partie inventaire et une baisse des stocks de manière globale. Tout à fait, mon cher Emmanuel. Donc, on va pouvoir, avec un outil de géolocalisation, compter en temps réel sans avoir à scanner manuellement.
On est habitué à scanner avec du code barre, avec du RFID. Eh bien là, en fait, tout se fait de manière automatique. Donc, on va pouvoir détecter des entrées-sorties sans avoir à mettre des couteaux portiques de RFID, qui coûtent quand même assez cher. Je vais pouvoir analyser l'historique. Je vais pouvoir faire des inventaires soit sur l'entrepôt, mais compter mes OF, compter dans chaque zone donc, ce que je peux retrouver, ce qui est stocké. Et je vais pouvoir me synchroniser également avec un ERP si je veux avoir à faire de la correction de stock, par exemple. Donc, des gains de temps, mais aussi donc, des corrections d'erreurs qui sont des sources, effectivement, de retour d'investissement rapide. Alors, l'avant-dernier axe, il va concerner donc la production, avec une optimisation de production et des ressources associées avec la réduction des temps de fabrication, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est souvent là où en fait on peut obtenir le plus gros gain au niveau de ces outils de géolocalisation, puisqu'en fait je vais pouvoir contrôler les temps passés. Ça, c'est très important. Je vais pouvoir donc détecter des goulots d'étranglement. Je vais pouvoir détecter des files d'attente, des zones où en fait je vais dégrader ma productivité, et je vais pouvoir améliorer mon OTD ou au moins avoir des outils d'analyse qui vont me faire progresser. Donc, en termes d'amélioration continue, pour avoir un meilleur OTD. Et là aussi, donc, c'est des gains très importants de retour d'investissement. Et enfin, donc, le dernier axe que nous avons identifié est plutôt un axe orienté logistique global, avec l'optimisation de la supply chain qui va pouvoir être tracée et donc qui va permettre de mieux programmer votre production en fonction de l'arrivée des assets. On parlait des caisses, des outils, des caisses navettes, que ce soit en interne ou avec le concours de vos fournisseurs. Très bien. Alors, Philippe, tu veux ajouter quelque chose sur la partie logistique? Non, je pense qu'on Okay. on n'a plus que 10 minutes pour les questions-réponses. Donc je pense juste voilà. Alors, donc, en synthèse, sur la partie ROI, c'est quand même, on s'est un peu attardé sur le sujet, c'est quand même un poste qui est important lorsqu'on veut se lancer dans ce type de projet. Donc, vous l'aurez compris, on a deux axes, gain de temps et réduction des coûts. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de répondre aux questions s'il y a des questions avec les 10 dernières minutes qui nous restent. Voilà, n'hésitez pas donc à poser vos questions. Alors peut-être, en attendant, moi je voudrais donc vous poser celle-ci. Ah, voilà. En moyenne, quelle est la durée du retour sur investissement? 5 ans? Alors, je peux peut-être me permettre de répondre à cette question. Ça va être assez variable, effectivement, en fonction, évidemment, du use case, de la volumétrie de vos produits. Mais généralement, quand on a bien respecté les étapes qui ont été expliquées par Emmanuel, on se retrouve facilement avec la bonne technologie au bon moment. Et on peut espérer, dans la plupart des cas, un ROI qui peut être très, très rapide avec des systèmes simples d'usage, qui peut aller de 12 mois jusqu'à 3 ans, de manière générale. Un retour sur investissement de 5 ans, c'est assez rare et relativement long. On est bien plus bas que ça en termes de retour sur investissement. Voilà, ça va vraiment osciller entre 12 et 36 mois, par exemple. Alors, une autre question. Quelle est la fourchette de coût d'un tag UWB, d'une balise de réception, et quelle distance maximale nécessaire au fonctionnement? Alors, si vous prenez, je me permets de répondre encore une fois à la question. Donc, il y a deux différentes typologies de tags ultra-wideband sur le marché. Je me permets de répondre à cette question juste à la connaissance du marché. Des tags UWB en actif, donc à batterie, ce que ne propose pas Winlock, mais je me permets quand même de répondre à la question, qui permettent de faire de la localisation, on l'a bien expliqué, et qui vont vous permettre aussi de faire remonter d'autres typologies d'informations, comme de la température, de l'accélération. On va être autour d'une centaine d'euros, avec une maintenance généralement qui va être à peu près tous les ans, tous les 2 ans, un renouvellement de la batterie autour d'une trentaine d'euros, tout cumulé, batterie plus opération manuelle, etc. En ce qui concerne Winlock, donc la technologie qu'on vous a proposée aujourd'hui, on est sur des tags complètement autonomes en énergie, et on propose ces tags entre 8 et 10 euros l'unité, donc des tags industriels qui vous permettent de faire de la traçabilité, de la localisation précise, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc entre 8 et 10 euros l'unité en fonction de la volumétrie, évidemment,
et le tout sans aucune maintenance. Donc, c'est juste un one-shot, le coût du tag, et on est sur une durée de vie autour d'une quinzaine d'années qui est plutôt une durée de vie orientée composants électroniques. Une autre question peut-être pour Philippe. Hein. Quel type d'information peut être affichée sur les tags afficheurs? En fait, on peut, un exemple pour les OF, hein, donc on peut afficher l'entête de l'OF, donc son numéro, sur le code article, la quantité lancée et la priorité. Si on suit un autre objet, donc ça peut être sa date d'étalonnage, sa date de sa commande, sa date de livraison, etc. Donc c'est complètement paramétrable. Et c'est lié donc au champ configurable et ça va être du coup synchronisé avec mes outils de back-office. Et donc à chaque fois qu'il va y avoir une modification, ben, en fait, je vais reprogrammer mon tag afficheur. Merci. Cassandre, tu as parlé de la techno Outdoor. Oui. De Winlock, est-ce que tu peux apporter quelques précisions? Oui, alors effectivement, dans la genèse du Winlock, avant tout, c'était un système plus focus, plus orienté intérieur des bâtiments, avec cette infrastructure fixe de balises. Et plus récemment, on a compris que, via des discussions avec différentes typologies d'acteurs, qui avaient des besoins d'un système de gestion de stockage ou d'inventaire de pièces en indoor dans du rack, là où implémenter un système en fixe peut être plus compliqué, ou surtout à l'extérieur des bâtiments, où il est juste impensable de venir tirer du câble, positionner des balises sur des poteaux, enfin voilà, qui rend la chose beaucoup plus compliquée. Ça a été la genèse de la création et du co-développement, puisqu'en fait cette technologie, je ne l'ai pas spécifiée, mais est une technologie qui a été co-développée avec 3 industriels qui sont Michelin, Eramet et Collins Aerospace, et qui permet maintenant effectivement, sans infrastructure, d'aller aussi sur de la gestion outdoor. Donc quand on dit outdoor, on parle d'extérieur, et j'ai bien spécifié périphérie des bâtiments, puisque là où nous n'intervenons pas, c'est sur la gestion du transit, du fret, c'est-à-dire qu'on ne vient pas faire de la géolocalisation GPS, un transport de pièces d'un point A à un point B. On peut détecter les entrées-sorties du point A et du point B et gérer les stocks autour, mais ça s'arrête à ces usages-là. Donc tout ce qui va être gestion de stockage outdoor avec un système sans infrastructure et toujours basé donc sur des tags sans batterie, sans maintenance. Y a-t-il encore quelques questions? Il doit rester quelques minutes, je crois. Ah, oui. J'ai vu qu'il y avait une question sur qu'est-ce que BI signifie, mais ça a été également… Oui, voilà. Quels sont les cas d'usage… Ah, oh, ça arrive. Quels sont les cas d'usage pour lesquels une précision inférieure à 1 mètre apporte une valeur ajoutée? Alors, merci pour cette question. Dans ces cas d'usage-là, on parle notamment de la différenciation dans des zones de stockage, donc la caisse qui va être d'un côté ou de l'autre, bien savoir quel est le bon produit. Et un point qui est très important, qu'on n'a peut-être pas assez soulevé dans ce webinaire, c'est la notion de geofencing. Donc, la gestion d'alerte et de notification, par exemple, quand un produit va aller d'une zone A à une zone B, mais ce produit, qui est par exemple de la matière première ou un outillage, ne doit pas s'introduire dans une zone. Là, la précision en dessous du mètre, elle est critique. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça va être quand vous voulez faire de l'encours de production, du work in progress, de workshop à workshop, d'atelier de production à un autre atelier de production. On voit ça notamment dans la gestion manufacturing de ligne. Par exemple, un des use cases qu'on connaît bien sur de la gestion et de la production de harnais électroniques. Il y a différentes étapes. Pour faire de la gestion de goulot d'étranglement ou comprendre vraiment si le produit A passe d'un point A à un point B, il nous faut cette granularité de la précision qui va d'un atelier A à un atelier B. Et là aussi, la précision des 1 mètre est critique. Alors, il est demandé aussi par un participant le rappel de vos rôles chacun. Oui. Tag pour Winlock, logiciel pour Sixscan, est-ce que c'est ça? Pas de souci. Alors déjà, bonjour Sébastien, que je connais. Je vois aussi vos noms sur les questions. Alors pour ma part, effectivement, l'intérêt de cette participation commune,
avec Philippe, c'est que nos deux solutions peuvent travailler très bien ensemble. Les tags Winlock sont là pour recueillir l'information, la data, donc la traçabilité et la localisation du produit, et on va venir renvoyer nous l'information vers le logiciel Sixscan. Et je te laisse la parole de ton côté. Oui, exactement, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, on est éditeur de logiciels et donc on a des partenaires qui on se fournit pour les tags. Et donc, Sixscan va proposer donc toutes les fonctionnalités de localisation sur une carte, donc d'alerte, d'indicateurs, d'historique et de connexion avec un back-office. Alors, une dernière question. Les données produites peuvent-elles être gérées dans le cloud ou elles nécessitent une infra de serveur? J'aurais tendance à dire les deux. Oui. Donc, les deux modèles sont possibles. Donc, effectivement, c'est soit de l'héberger, soit sur un serveur on-premise pour des raisons de sécurité. Donc, oui, Cassandre, tu confirmes? Oui, tout à fait, c'est très flexible. Ça peut être le cloud du client, le cloud du fournisseur, le serveur du client dans le cloud du fournisseur. Voilà, vraiment, c'est extrêmement flexible sur ça. Et l'idée étant de pouvoir s'associer à toutes les stratégies des entreprises, puisqu'elles sont multiples, hein, autant sur la partie data que sur la partie hébergement. Donc, voilà, l'idée étant de rester le plus flexible possible pour répondre au plus grand du besoin. Pas d'autres questions? Écoutez, je pense qu'il est temps de conclure. Hein. Et un grand merci aux intervenants et évidemment à ces échanges aussi à travers les questions qui ont été posées. Donc voilà, vous avez pu découvrir un exemple d'action portée par le Club des Offres de Solutions, qui regroupe donc des experts en capacité d'accompagner les industriels dans leurs divers projets. J'espère que nous aurons l'occasion de renouveler cette expérience. Vous allez donc recevoir l'enregistrement, vous aurez accès évidemment à l'enregistrement de ce webinaire sur la chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube de la CCI Occitanie. Ensuite, ce que je veux vous rappeler, Denis l'a dit, il y a possibilité de vous connecter à CCI Business aussi pour avoir tous les renseignements concernant le club et aussi je reste évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Donc je suis Sylvie Monpagens, vous pouvez me joindre sur le mail s.monpagens@toulouse.cci.fr et je vous rappelle aussi que la CCI est là pour vous accompagner aussi en tant qu'industriel dans tous vos projets, recherche de financement. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à tous, très bonne journée et puis comme Noël approche, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Voilà, et soyez prudents et protégez-vous bien. Voilà. Merci à tous. Très bonne fête à tous. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.